Plusieurs mois qu'on a Canal Série et qu'on vous présente pas mal de séries Canal. Et moi j'ai terminé Le Bureau des légendes, donc une série très connue de Canal que Nico n'a pas regardé, ça t'a pas accroché. On a regardé quoi, 2-3 épisodes. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et puis t'avais pas trop accroché. Non, pas spécialement. Donc alors que moi aussi j'ai trouvé ça sympa. C'est une série qui se passe à la DGSE. En fait, le Bureau des légendes, c'est le service de la DGSE où on construit les couvertures des agents qui partent en mission, donc les espions en fait qui partent en mission hors de France. Et donc voilà, on suit plusieurs agents, dont Mathieu Kassovitz et Sarah Giraudot. Donc je vous raconte pas ce qui se passe parce qu'évidemment ce serait... Enfin, je vous raconte pas leur mission, sinon ce serait du spoil. Du spoil, voilà, exactement. Donc je vous laisse découvrir. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'était très bien. Les 5 saisons étaient très bien. Ensuite, une autre série qu'on vient de terminer qui s'appelle Killing Eve. C'est une série à la base, je crois, HBO, qui a été reprise sur Canal+. Oui, voilà, c'est pas une série Canal, c'est pas une série française. Voilà, c'est pas une série française, c'est une série britannique. Et ça raconte l'histoire de Eve qui est analyste au MI5 au début. Donc les services secrets britanniques, et elle est confrontée, enfin elle repère des patterns d'agissement qu'elle identifie comme étant ceux d'une même tueuse. Donc elle identifie une serial killer, mais sur des meurtres qui étaient... Non, une tueuse à gages. Oui, une tueuse à gages, du coup c'est des meurtres en série quand même. Mais bon, Et du coup justement elle identifie un savoir-faire sur plusieurs meurtres, et elle se rend compte qu'il y a une tueuse à gages, parce que pour elle, c'est une femme qui commet ces crimes-là. Enfin bref, elle développe une fascination pour cette femme, et au fil des épisodes et des saisons, Yves et la tueuse se rapprochent, développent une relation dont la nature évolue au fil du temps. Enfin, c'est assez complexe en termes relationnels. Et on a bien aimé cette série dans les premières saisons. La fin, ouais, ça devient un petit peu tordu en fait. Ça part dans tous les sens, dans l'histoire d'agents secrets. Moi j'ai bien aimé la première saison, que j'ai trouvé très sympa. Et toi, à chaque fois, t'aimes que la première saison. Non, non, le Bureau des légendes, j'ai bien aimé toutes les saisons. Ah bah très bien, c'est dommage que j'en ai vu qu'une. Et par contre, après, il y a 4 saisons, et donc la première est très bien, mais alors les 3 autres, franchement, moi j'ai pas du tout accroché. Voilà. Moi je trouve que la dernière est effectivement un petit peu trop what the fuck, mais les 3 premières saisons sont vraiment bien, je trouve. Je pense qu'ils auraient pu s'arrêter à la première, mais bon. Mais toi, si on t'écoutait, il y aurait que des séries d'une saison, donc t'es pas objectif. Enfin, en tout cas, il y a ce côté... espionnage, mais pas dans un mode réaliste comme dans le bureau des légendes. C'est quand même assez romancé. Enfin, il y a une forme de comédie. Il y a beaucoup d'humour, même si ah oui, puis alors c'est de l'humour anglais, donc un peu pince sans rire. Pour vous, c'est très british. C'est assez marrant. Ouais. Non, c'est assez marrant, très british dans le monde de l'espionnage, mais ça fait pas du tout James Bond, quoi. Enfin. Donc c'est à voir, à tester. Ensuite, un film que nous avons vu récemment, ouais, c'était sur quelle plateforme? Un documentaire, oui. Sur Amazon Prime. Ah oui, sur Amazon Prime, sur la vie de Jim Morrison. Sur la fin de sa vie, oui, très précisément. Enfin, sur la carrière de Jim Morrison, parce que ça prend dès le début de sa carrière et ça va jusqu'à la fin de sa vie. C'est surtout la fin de sa vie qui est développée. Enfin, sa vie était brève en même temps, il est mort à 27 ans, donc pardon, mais sa carrière du coup c'était... Bon, et donc ça raconte, effectivement, c'est plutôt focalisé sur la fin de sa vie, même si ça raconte bien le début de comment il est devenu connu, comment est-ce qu'il est tombé dans l'alcool, etc. Et donc ça raconte surtout la fin de sa vie à Paris, mais c'est pour ça en fait que le docu est intéressant. Ça parle beaucoup de la fin de sa vie à Paris, quand il était redevenu assez anonyme, parce que quand il s'est pointé à Paris, il était gros et il était barbu, alors que sur les pochettes d'albums, il était maigre et sans barbe. Pas du tout, ça c'est sûr. Et à une époque sans réseau sociaux, photos, etc. Le mec passe incognito. Et donc attends, on va juste préciser parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais donc Jim Morrison, c'était le chanteur des Doors, et il est mort à Paris et il est enterré au Père-Lachaise. Donc c'est une tombe qui est très connue au Père-Lachaise. Oui, pour ceux qui ne savaient pas.
Et donc il est mort à 27 ans d'une overdose. Il avait été retrouvé chez lui dans sa baignoire mort. Et le documentaire amène un nouvel éclairage sur les circonstances de sa mort. On va pas en dire plus, ça serait vraiment spoilé pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Mais du coup, nous on a regardé le docu par curiosité. Mais sans savoir qu'on allait apprendre des nouvelles choses en fait par rapport à l'histoire qu'on... Voilà, il y a plein de témoignages de gens qui étaient proches de lui, voilà, et bon, c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, quand on dit que Jim Morrison a été retrouvé mort dans sa baignoire, eh ben il y a un peu plus à savoir sur sa mort, et ce documentaire le relate très bien. Il s'appelait comment le documentaire d'ailleurs ? Jim Morrison, Dernier jour à Paris, je crois. Moi, je sais voilà, plus. Je le remettrai dans l'écran. Sur Amazon Prime. Mais on a regardé ça un peu par hasard et ça nous a beaucoup plu finalement. Et ensuite, eh ben, on va parler musique. Ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé de musique sur cette chaîne. Donc c'est pas toi qui vas parler musique, hein. Non, moi j'ai pas le droit. Et donc moi je voulais parler du dernier album de Muse, alors qui date de fin 2022, donc c'est le dernier album mais qui est pas non plus très récent, j'ai mis un petit peu de temps à l'écouter, et que j'adore, je l'écoute en boucle depuis des semaines, n'est-ce pas? Ah bah ça miaule dans la maison, voilà. Hein. Parce que Nico trouve que le chanteur de Muse ne chante pas, il miaule. C'est le nom du groupe, Muse, miaule, enfin il y a quand même quelque chose. Hein. Donc moi j'aime beaucoup Muse depuis très longtemps, depuis le lycée, et j'avais pas trop aimé là, les 2-3 derniers albums qu'ils avaient sortis, j'avais pas trop accroché, et là je trouve qu'ils sont revenus à un son vraiment années 2000, c'est très régressif, hein, j'ai l'impression de retourner au lycée quand j'écoute cet album, donc en tout cas il me plaît beaucoup. Donc si vous aimez bien Muse et que vous l'avez pas encore écouté, je vous recommande ce dernier album. Donc voici à présent comme chaque fois le moment le plus important des top et flop. Évidemment. Donc pour rappel, hein, s'il y a des personnes qui avaient un petit peu décroché, on a fini la chronique Jean-Claude Van Damme. Ouais, quand même, ça fait plusieurs mois qu'on a fini Jean-Claude Van Damme. On a bien rappelé qui était Jim Morrison, donc pardon, mais on peut aussi rappeler où on en est dans les top et flop. Et donc nous sommes sur une chronique Fast and Furious à présent. Et nous avons regardé ce mois-ci Fast and Furious 4. Très bien les doigts, bravo. Valérie, que tu penses de Fast and Furious 4? Eh ben enfin, on a un Fast and Furious qui est alors, intéressant, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est ce à quoi je m'attendais en fait, un petit peu. Eh oui. Donc en gros, c'est un film d'action avec plein de courses-poursuites, avec des cascades complètement invraisemblables. Il n'y a toujours pas de scénario, hein, le scénario est très succinct, mais au moins il y a du spectacle. Et voilà. Contrairement aux 3 premiers. Mais les 3 premiers qui ont... Alors déjà, les 3 premiers, il y avait quand même un petit peu de spectacle, simplement tu n'étais pas à l'écoute. Non, je suis désolée, mais les cascades, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur du blockbuster américain de film d'action avec le 4. C'est pas du tout le cas sur les 3 premiers. Je suis content que tu le dises, mais pour ça, il fallait les 3 premiers pour construire un petit peu la réputation et la hype autour de Fast and Furious, et pour que les producteurs puissent aller chercher les sous pour faire le gros spectacle. Ça s'improvise pas comme ça, hein. On trouve pas l'argent sur les sabots d'un cheval. Je te dis, je suis quand même assez surprise d'attendre le 4e opus pour avoir ce genre de film. Parce que, en fait, mon cueillir le premier, bon, après voilà, les personnages n'ont plus, donc on fait un 2e, machin. Mais là, on fait 3 films qui sont quand même un peu nazes. Je dirais pas naze, moi je dirais intimiste. Ouais. Enfin, en tout cas, on rentre dans la partie des Fast and Furious avec effectivement, comme dit Valérie, du grand spectacle, du grand budget dès le Fast and Furious 4. Je pense qu'on s'étendra un petit peu plus dès le 5 sur les particularités du film, et ce sera intéressant de voir si pour Valérie, le 5 est un copier-coller du 4 avec d'autres scènes d'action, ou si elle commencera à sentir un petit peu l'identité des différents films, les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le suspense qui va nous tenir en haleine tous jusqu'au mois prochain. Voilà, c'est tout pour nous pour ce mois-ci. Donc, comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flops du moment, et si vous connaissez ce qu'on vous a présenté, ce que vous en pensez. Et puis voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flops. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo DIY. Bye bye.